Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous présenter le book haul du printemps. Comme d'habitude, si jamais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur les livres présentés, n'hésitez pas à vous rendre en description, donc sous la vidéo, puisque tous les titres seront listés. Ou sinon, vous pouvez toujours vous rendre sur mon profil Livre Addict, histoire de voir un petit peu les dernières nouveautés. Et pour vous rendre sur Livre Addict, rien de plus simple, soit vous cherchez Evelyn, soit vous regardez directement dans la fameuse description, puisqu'il y a le lien vers Livre Addict. Trêve de blabla, j'ai pas mal de livres à vous présenter, et printemps oblige, il y a eu mon anniversaire, donc cerise sur le gâteau. Même si on a dépassé le 1er juin, que généralement, passé le 1er juin, on est en été, puisque challenge d'été, je me suis dit que j'avais peu de livres à vous présenter ce printemps, donc autant y mettre ceux de mon anniversaire, comme ça fait une pierre deux coups. Et on va commencer avec ce qui est hors anniversaire, avec notamment un roman, une parution qui me tentait depuis qu'on avait annoncé sa sortie, puisque c'est d'une autrice que j'aime beaucoup, puisque j'avais adoré son travail sur L'Engrange-Temps. Et donc ça doit déjà vous donner une petite idée du livre que je vais vous présenter. Il s'agit des Cités de poussière de Nell Pfeiffer aux éditions Hachette. On est là sur un livre de science-fiction, dystopie, mais avec un tout petit peu de fantaisie puisqu'il y a de la magie. Et surtout, on est sur un lectorat young adulte. Pour vous pitcher un peu l'univers, on est sur un monde un peu apocalyptique puisque 4 cités subsistent aux rayons brûlants du soleil, et ces 4 cités peuvent prospérer grâce à une poudre dorée qu'on nomme la poussière et qui émane d'objets. Parmi ces 4 cités, on retrouve Delia Serpentine qui, elle, est dans la cité du savoir et tente de terminer sa formation pour devenir conservatrice. Et un jour, on l'envoie dans un manoir puisqu'elle doit collecter des objets qui ont été laissés par le défunt propriétaire du manoir. Et elle va mettre la patoune sur un livre qui va forcément bouleverser un petit peu son histoire, puisque manifestement ce livre renferme des secrets qui sont liés à l'existence même des cités, voire même à leurs origines, et que ça pourrait déplaire à beaucoup de monde. Et elle n'est pas seule dans cette aventure puisqu'elle est accompagnée par Dante. Ce fameux Dante, lui, il travaille pour le pouvoir en place, donc autant vous dire que ça risque d'être pas mal intéressant l'interaction entre les deux. Ce livre, je l'ai lu notamment avec le Tarot Book Challenge en mai dernier, et je ne vais pas vous dire si j'ai aimé ou non. Tout ce que je vais vous dire, c'est que Nell Pfeiffer, depuis L'Engrange-Temps, j'adore ce qu'elle a fait. Et cet univers-là en particulier a quelque chose de beaucoup plus mature et sombre que L'Engrange-Temps, et beaucoup plus poussé, fini, abouti sur les thématiques développées, parce que ça parle de conditions des femmes, ça parle d'environnement, ça parle de mémoire, ça parle de ressources naturelles, ça parle de beaucoup de choses très actuelles et très contemporaines de nous, notre monde et notre société. Donc c'était hyper intéressant de ce point de vue-là. En plus de ça, c'est un one-shot, donc vous avez une histoire complète du début à la fin en un seul livre. Et quoi dire de plus si ce n'est que ça m'intriguait de découvrir Nell Pfeiffer dans un tout autre style par rapport à L'Engrange-Temps, un autre lectorat aussi, une autre ambiance. Et je ne regrette pas cet achat et j'ai hâte de pouvoir vous en parler, que ce soit sur le blog ou bien dans un update lecture. Et on va continuer sur les romans grâce à une réception du Mass Critique Babelio. Il s'agit là de Capitana, le premier tome de Cassandra James, paru aux éditions Michel Lafon. Ici, on part de faits réels puisqu'on s'inspire de la légende et d'un pirate qui existait, Gasparilla, pour créer tout un univers de fantaisie et de piraterie autour. Et on est là sur un univers qui est fortement inspiré de l'Amérique latine du XVIIIe siècle, et on est sur un récit d'aventure de piraterie très sombre et plutôt mature, donc on dirait young adulte, ne pas à mettre entre toutes les mains bien évidemment. Et en gros on est sur une chasseuse de pirates, Ximena ou Jimena, qui va être la meilleure chasseuse de pirates de tous les temps, et pour cela
elle va pousser sa chance puisque Gasparia débarque un beau matin pour aller prendre en otage la reine, et c'est l'occasion unique, l'occasion tant espérée par Ximena ou Rimena de poursuivre Gasparia et de l'arrêter, de mettre un terme à ses projets. Seulement, il semblerait que le personnage principal, celui que nous suivons, a une histoire un peu compliquée avec la piraterie, a des secrets, un passif, et surtout ce personnage principal va se confronter au monde extérieur et découvrir que ce qu'on lui a servi sur un plateau d'argent à l'académie n'est peut-être pas si réel que ça. Quand je l'ai vu à la masse critique, je me suis dit que ça ne pouvait que me plaire et que me passionner, m'intéresser, m'intriguer, puisque on est sur quelque chose que j'aime beaucoup, moi, l'aventure, chasse au trésor, la piraterie, les voyages maritimes, donc forcément je ne pouvais y aller que les yeux fermés. Et en plus de ça, le fait que ça soit inspiré très fortement de l'Amérique latine du XVIIIe siècle et que l'autrice a fait de très très grosses recherches, non seulement historiques, mais aussi sur ce fameux Gasparia. De ce fait, je suis plutôt contente de l'avoir lu, puisque je l'ai lu dans le cadre du Ice Cream Summer Challenge, donc en juin. Et pour terminer, c'est un premier tome, donc à voir avec le tome 2, dans quelle direction tout ça va partir. En tout cas, là aussi, j'espère pouvoir vous le présenter prochainement dans un update lecture. On va continuer sur une bande dessinée, un graphique qui me faisait de l'œil depuis sa sortie et qui m'a été offert par ma sœur, que je remercie franchement parce que j'ai vraiment hâte de pouvoir le mettre. Concrètement, je ne l'ai pas lu, mais je pense qu'il aura toute sa place sur le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je vous présente Ce que les corbeaux nous laissent de Sophie Lelier aux éditions Dupuis. En pleine Normandie médiévale, Adalric et Tarik grandissent aux côtés de leur mère, Galswinthe. Lorsqu'Adalric est assassiné, Tarik se mure dans le silence miné par la culpabilité. Hanté par le fantôme de son frère, il recherche une vengeance qu'il espère salvatrice. Percée par les croyances celtes et vikings, impuissante face à la tristesse de son fils, Galswinthe se réfugie dans l'étude des textes anciens pour guider Adalric dans le royaume des morts. Un récit puissant et orageux qui sonde les relations familiales rongées par l'épreuve du deuil. Forcément, on me parle de mythologie celte et viking, on me parle d'époque médiévale, de la Normandie et de vengeance, d'histoire familiale. Je ne pouvais que craquer parce qu'il a l'air très intéressant et les premières planches que j'ai pu observer ça et là me font dire que le style graphique est totalement ce que j'aime. Évidemment, ce n'est pas un récit à mettre à la portée de tout le monde, puisqu'on est là sur un lectorat, j'allais dire young adulte, mais peut-être plutôt adulte, parce que thématique très mature et univers aussi sombre et scène explicite. Donc forcément, je suis curieuse de voir ce que ça rend, mais évidemment pas à mettre entre toutes les mains. Et on continue sur de la bande dessinée avec notamment de l'auto-édition, puisque je vous présente le tome 3 d'Erika et les princes en détresse, ainsi que un petit spin-off, donc un tome 3.5, Erika au royaume de Raspoil, le tout par Yatou. Projet financé sur Ulule, Erika et les princes en détresse, j'ai tome 1 et 2 dans ma bibliothèque. C'est toujours un régal parce que c'est hyper expressif, c'est hyper actuel dans les thématiques développées. C'est un monde qui marche sur l'inversion des stéréotypes de genre, donc les femmes sont au pouvoir et occupent toutes les strates sociales en matière de métier, et les hommes sont plutôt relégués au rang de domestiques. Et donc c'est hyper intéressant de voir un peu les mécaniques patriarcales, mais dans le sens inverse. Et Erika est une personnalité très forte, très déterminée à ne pas vouloir se marier, mais à prendre quand même le pouvoir du royaume des mains de sa mère, en se lançant dans une quête un peu improbable, celle de délivrer et de sauver des princes en détresse. Par conséquent, on a une bande dessinée qui est expressive, comme je le disais, qui est joviale, qui est pétillante dans ses couleurs, qui est drôle et mordante, qui est vraiment qui redonne le sourire, qui fait énormément rire, et qui est sur le plan des thématiques toujours soignée, très intéressante et percutante.
moins vous dire que j'ai passé un bon moment avec, c'était très cool et intéressant. Maintenant, je suis plutôt curieuse de voir où Yatou va nous mener dans les prochaines aventures d'Erika. Alors pas pour tout de suite, l'autrice prend un peu de repos mérité je trouve, et hâte de repartir pour de nouvelles aventures avec Erika parce que c'est vraiment une très très chouette bande dessinée pour un lectorat ado, jeune adulte. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de Yatou et notamment sur son Tipeee puisqu'elle fait énormément de choses par rapport à cet univers. On poursuit ce book haul avec une acquisition faite grâce aux éditions Albin Michel dans leur label Coda et grâce au site Babelio à la masse critique, donc une fois de plus un partenariat non rémunéré évidemment. Et on est là sur un premier tome d'un manga qui est en fait l'adaptation papier d'un webtoon. Je vous présente donc le premier tome de The Witch and the Bull de Munsia. Ce titre est à destination d'un lectorat young adulte et on est sur un univers de fantasy où le monde des humains et des sorciers tente tant bien que mal de coexister puisque la guerre qui faisait rage entre les deux nations est terminée et donc il faut un petit peu que tout le monde puisse prendre ses repères, ses marques et puisse coexister dans la joie et l'allégresse. Mais c'est pas toujours le cas. En l'occurrence, le conseiller du roi qui se nomme Tan est un petit peu bourru, pas très sympathique, assez arrogant et il a une espèce de rancœur assez tenace vis-à-vis du peuple des sorciers et par un coup du sort, Tan va se retrouver transformé en taureau et la seule personne qui va pouvoir l'aider c'est Haro qui est une sorcière. Quand j'ai vu ce manga sur Babelio, j'ai tout de suite craqué pour plusieurs mots-clés que vous aurez vu avec le résumé. Magie des étoiles, constellation, zodiaque, on a le sorcier versus l'humain. Et puis j'ai bien aimé les visuels, l'esthétique, que ce soit dans les costumes, les objets, les décors, parce qu'on est dans la Méditerranée au sens large du terme. Aussi bien Maghreb, Moyen-Orient, Proche-Orient, que Grèce, Italie. Donc ma foi, il y avait plein de choses qui faisaient que c'était hyper intéressant, que j'avais très très envie de le découvrir, que j'en prenais plein les yeux parce que vraiment je trouve que les planches sont très sympathiques à suivre et très expressives, colorées, avec un trait très soigné je trouve. Donc voilà, il y avait plusieurs choses qui me tentaient, même l'édition papier je la trouvais très chouette. Donc je suis contente d'avoir pu le découvrir grâce à Babelio et maintenant j'ai hâte de poursuivre de mon côté la saga. On va maintenant passer au bulletin spécial anniversaire et on va commencer avec deux albums jeunesse. Le premier s'intitule Chevalier Chouette de Christopher Denise et c'est aux éditions L'École des loisirs. Chouette voudrait tant devenir un vrai chevalier. Il serait courageux, il serait astucieux et il aurait beaucoup d'amis. Après tout, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas accomplir de grandes choses. Mais son rêve semble impossible jusqu'au jour où un conte médiéval sur ce qui fait l'étoffe d'un vrai héros, persévérance, ingéniosité et grand cœur. Je suis plus que ravie de l'avoir reçu en cadeau d'anniversaire parce que il m'interpellait. Le terme de chevalier, l'aspect conte médiéval manifestement. En plus de ça, vous le savez peut-être ou pas, auquel cas je vous apprends quelque chose, mais j'adore tout ce qui tourne autour des oiseaux. Et voir cette petite chouette absolument trop mignonnette vouloir devenir un vrai chevalier avec certainement moult rencontres, moult aventures. J'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dedans. C'est un album jeunesse qui est très court, mais je vais précieusement le garder pour le Pumpkin Autumn Challenge parce que je pense qu'il sera tout indiqué. Et au pire du pire, si c'est pas le Pumpkin, ça sera le Cold Winter Challenge. Petit bonus, je trouve que les illustrations sont vraiment très chouettes avec une patte et une couleur qui sonnent très fantasy et médiéval. Donc c'est que pour me ravir. Deuxième album jeunesse, un thé à l'eau de parapluie de Karen Autois et Chloé Mallard aux éditions Seuil Jeunesse.
C'est quand le temps est gris qu'Elmo aime faire un thé à l'eau de parapluie. Un album à siroter pour entrer tout en douceur dans l'automne. Et effectivement, ce livre va aller directement au Pumpkin Autumn Challenge puisque un thé à l'eau de parapluie, thé. Et puis le résumé nous indique que c'est à l'automne, donc forcément il sera parfait pour la saison automnale. En attendant, je ne connaissais absolument pas ce titre avant de le recevoir en cadeau d'anniversaire et je suis très curieuse parce que les illustrations sont très simples, avec des formes, des couleurs assez automnales, avec quelque chose de plutôt doux, aquarelle, quelques traits qui me rappellent un peu le travail de Delphine Perret quelque part. Donc je suis curieuse au vu du style graphique parce que je vois aussi du feutre mais je vois du crayon papier aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a un mix de médias, un mix de techniques utilisées pour donner quelque chose d'assez atypique. Et puis quelque part le fait d'avoir ce côté un peu cosy, doudou, entrer en douceur dans l'automne, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que le texte renferme très précisément parce que ouais, il a l'air chouette. Et on va passer à une série que j'aime depuis maintenant une vingtaine d'années je pense et dont je collectionne petit à petit les tomes histoire d'avoir l'intégralité de la saga. Il s'agit d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc. J'ai donc eu La demeure mystérieuse et Les dents du tigre. On est là sur deux aventures très différentes d'Arsène Lupin. La demeure mystérieuse, manifestement, on nous parle de scènes de l'opéra avec la ravissante Régine Aubry, dont la robe est recouverte d'une merveilleuse tunique ornée des diamants les plus purs. Mais cette fameuse Régine Aubry va disparaître avec sa robe de diamants forcément, et donc se lance tout un jeu où plusieurs personnages vont se côtoyer, se rencontrer, certainement pour mener l'enquête, et donc dans le lot il y a Arsène Lupin. Quant aux dents du tigre, on est là sur un fabuleux héritage américain qui déclenche des crimes en cascade sur le sol français. Et si on ne retrouve pas les descendants de la famille Roussel, l'argent sera remis à Don Luis Perena, ancien légionnaire au Maroc. Mais, il y a un twist. Je ne vais pas vous le dire si vous n'êtes pas familier avec l'univers d'Arsène Lupin. Si c'est le cas, vous allez comprendre, mais si ce n'est pas le cas, je vous laisse le loisir de le découvrir. En tout cas, moi, Arsène Lupin, c'est une saga que j'aime énormément depuis très longtemps. Maintenant, je suis toujours très heureuse de découvrir ses aventures parce que c'est toujours tendre, malicieux, c'est toujours rocambolesque, c'est toujours pétillant, c'est toujours audacieux, c'est toujours des bons polars, je trouve. Donc je me régale à chaque aventure et voilà, que j'aime ou j'aime moins, je suis toujours très contente parce que je passe de bons moments avec. En tout cas, qui dit Arsène Lupin dit généralement policier. Les policiers, je les garde plutôt pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais ça, c'est sans compter Pile à lire en déroute, si toutefois il y a une nouvelle édition du challenge d'Alex Bookin en Prada en août prochain. Parce que peut-être que je pourrais en sortir un. En parlant d'auteurs dont j'apprécie énormément le travail, j'avais eu un énorme coup de cœur pour Que passe l'hiver de David Brie et j'avais mis un petit peu sa bibliographie de côté parce que j'avais très envie de découvrir ses autres récits. Je ne connaissais pas l'existence de celui-ci en particulier, donc c'est une grosse surprise en ce qui me concerne. Néanmoins, je sais que c'est David Brie, donc techniquement parlant, je devrais passer un excellent moment de lecture avec. Je vous présente Le sorcier de Montebrume de David Brie, forcément aux éditions Nathan. On est là sur un one-shot, donc du début à la fin vous avez une histoire complète et ça c'est très cool. Et on est dans un monde de brume et de mystère où 4 amis affrontent un terrifiant sorcier. Le prince Joachim et ses amis célèbrent la fête annuelle du château de Roquetonnerre quand les festivités sont interrompues par l'émissaire du sorcier. L'homme à la cape noire est venu chercher sa nouvelle victime qui devra se
rendre à la forteresse du sorcier pour ne plus jamais revenir. Et cette fois, c'est Joachim qui le désigne. Donc comme je le disais, la plume de David Brie dans Que passe l'hiver, qui est pour un lectorat adulte, clairement, j'ai adoré. Mais c'est pas dit que ça soit la même chanson pour le lectorat plutôt jeunesse ado. Donc à voir, mais manifestement, je pense au vu des retours qu'il a l'air quand même assez sympathique. Une belle aventure de fantaisie, une belle histoire d'amitié, voilà, des rebondissements, on ne s'ennuie jamais et ça ressemble bon an mal an à ce que j'ai ressenti avec Que passe l'hiver. Donc je lui fais confiance. Je pense que ça va être très intéressant et sympathique à lire. En tout cas, j'ai hâte et je sais qu'il aura sa place parfaite pour le Pumpkin Autumn Challenge. Le livre suivant est un récit qui reprend le mythe de Baba Yaga. Il s'agit de La maison qui parcourait le monde de Sophie Anderson aux éditions L'École des loisirs. Tout ce que veut Marinka, c'est une vie normale. Une vie où sa maison aux pattes de poulet resterait au même endroit assez longtemps pour qu'elle se fasse quelques amis. Mais c'est difficile quand vous vivez dans une maison qui parcourt le monde, vous emportant avec elle. C'est encore plus difficile quand votre grand-mère est une Yaga, une gardienne qui guide les morts entre ce monde et le prochain, et que vous êtes destiné à lui succéder. Alors quand Marinka tombe sur l'occasion de changer le cours de sa vie, elle n'hésite pas à enfreindre toutes les règles, avec de conséquences assez désastreuses, il faut dire. Sa grand-mère bien aimée disparaît mystérieusement et c'est à Marinka de la retrouver, même si cela implique un dangereux voyage dans l'au-delà. Au résumé, j'hésite toujours à le placer dans le Pumpkin Autumn Challenge ou le Cold Winter Challenge puisque Baba Yaga, pour moi, on est plutôt sur du conte hivernal. Néanmoins, je trouve qu'à la couverture, il respire l'automne, je trouve qu'au thème du deuil, de la transmission, famille, ça pourrait marcher aussi pour Pumpkin, donc ma foi, je verrai en fonction des catégories et des menus. En tout cas, il me fait grave envie parce que réécriture de ce conte déjà qui me fascine, l'ambiance qui a l'air très slave nordique, l'histoire de famille, il y a voilà, plusieurs choses qui ont attiré mon attention à l'époque de sa sortie. Et en plus de ça, les illustrations de couverture sont dues à Melissa Castrillon qui a fait la couverture et les illustrations du merveilleux pays des Snargs. Donc je me dis que s'il y a des illustrations aussi à l'intérieur, ce qui est un peu le cas, il y a de très fortes chances pour que le style me plaise. Je suis donc impatiente de mettre mon nez dedans, ne serait-ce que pour découvrir les moult détails que renferme cette histoire. Dernier livre de ce book haul, la suite des Whisper Weeks, La malédiction des dérobés de Jordan Lees aux éditions Ozu. Je vais faire un rapide résumé du tome 1 où on suit Bajamia qui n'aime pas la magie, il n'aime pas tout ce qui est fantaisie, il n'aime pas tout ce qui est fantaisiste même, l'imagination, tout ça. Lui, il est très cartésien et il est très pragmatique et forcément quand il découvre un passage dans un mur qui l'emmène dans un autre monde, il n'est pas chaud pour y rester longtemps. Il aimerait bien repartir très vite, mais manifestement il a atterri à Dédaleum qui est un monde labyrinthe. Chaque tournant est une surprise absolue, chaque voyage est une aventure en soi puisque vous pouvez vous perdre même en étant de Dédaleum, donc imaginez quelqu'un qui débarque depuis notre monde. Et donc Bajamia va se retrouver mêlée à l'histoire d'Elisabella qui cherche désespérément son petit frère. Ainsi les deux vont embarquer dans un voyage, un périple qui vont les mener très loin, aux confins, voire même au centre même du labyrinthe et découvrir des petits secrets, en voici, en voilà. Le premier tome a été un immense coup de cœur, j'ai vraiment adoré l'univers qui est incroyable, la plume qui est soignée, l'aventure qui est menée tambour battant, c'est vraiment un rythme passionnant, on ne s'ennuie jamais, ça fourmille tout le temps de vie, de petites choses à se mettre sous la dent, c'est vraiment passionnant et les personnages sont hyper attachants. Donc au vu du final du tome 1, j'étais très curieuse de savoir où l'auteur allait nous mener.
Ma foi, on est toujours sur de la belle briquette, mais on est toujours sur un lectorat jeunesse, pré-ado, ado. Donc c'est écrit plutôt gros, vous l'aurez remarqué. Mais j'aime beaucoup et je suis très contente de continuer avec cette édition, avec des illustrations en couverture parce que j'adore, même si la version hardback est très jolie en soi, il n'y a pas de problème, mais voilà, je préfère cette version parce que je trouve que l'illustration est vraiment sublime. Donc j'ai hâte, je ne l'ai pas encore ouvert, je ne sais pas où il va nous mener. J'ai même pas lu le résumé, c'est pour vous dire, là je regarde de loin, je ne veux pas savoir ou pas trop savoir où est-ce que ça nous emmène et qu'est-ce que l'auteur va nous pondre comme récit parce que je sais très bien que le résumé ne va recouvrir que même pas 5% de ce que l'histoire réserve. Donc clairement, vous pouvez y aller les yeux fermés sur le premier, vous serez agréablement surpris. En attendant, je ne sais pas où je vais le caser, je ne sais pas si je vais pas pouvoir m'en empêcher et le mettre dans pile à lire en déroute, si toutefois il y a une seconde édition du challenge. Je ne sais pas si je vais le mettre au Pop-In, au Cold Winter, je ne sais pas. Le plus tôt sera le mieux de toute façon, parce que j'ai vraiment très hâte. Mais quel régal de pouvoir retrouver Elisabella et Benjamin. Voilà, ce book haul est terminé. J'espère que vous avez fait de belles découvertes avec. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez dans votre pile à lire, dans votre wishlist, si vous les avez lus, si vous les avez aimés ou pas du tout, s'ils vous tentent ou non. Je serai ravie de vous répondre en commentaire. N'hésitez pas non plus à me donner en commentaire vos dernières lectures ou bien vos derniers achats ou même le book haul entier de votre printemps si le cœur vous en dit. Là aussi, ça serait très cool parce que ça me permettrait aussi d'agrandir ma wishlist, même si elle est déjà pas mal étoffée. Mais c'est toujours plaisant de voir un petit peu ce qu'on a en commun ou pas du tout, d'autres univers, plutôt romance ou plutôt thriller. Ça me permet d'améliorer mes petites listes de ce côté-là, même si j'en ai pas l'habitude en termes de lecture. Enfin, je ne peux que vous recommander de voir la description, puisqu'en plus des livres cités, vous allez retrouver une moult liens qui vous permettront de me retrouver sur Instagram, sur Livradix, sur Pavelio, sur Wattpad, sur Fixia, ou encore le blog si ça vous tente de faire un petit tour là-bas. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Au-delà du contenu Booktube, je fais aussi des vidéos écriture illustration, puisque c'est aussi mon métier, autrice illustratrice. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, en parler autour de vous, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et merci infiniment à vous tous et toutes qui me suivez, soit depuis le début, soit depuis quelques jours ou quelques temps, puisque, mine de rien, c'est aussi vos vues, vos commentaires, vos likes qui font vivre cette chaîne, donc merci infiniment. Il ne me reste plus qu'à terminer cette vidéo en vous souhaitant de très belles lectures et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et restez curieux et créatifs. Bye!